Et la peur, évidemment, c'est l'appel à la peur avec... un article va toujours commencer par les statistiques. 52 000 femmes sont atteintes par le cancer du sein chaque année, ce qui est vrai. 11 000 en décèdent. Et tout de suite après, on va présenter donc le dépistage. Donc comme il vient tout de suite après, c'est la technique pompier pyromane. C'est-à-dire que le dépistage va passer pour la solution, forcément, puisqu'il vient après. Mais c'est là où je voudrais, j'allais dire, changer de perspective, parce que vous allez voir qu'en partant de la même statistique de début, on peut dire quelque chose d'autre ensuite. Si je dis par exemple en France chaque année, donc 52 000 femmes sont touchées par le cancer du sein, 11 000 en mourront. Depuis la publication du rapport du Silent Spring Institute en 2006 qui a identifié 216 substances chimiques associées à une augmentation des tumeurs mammaires, le gouvernement a pris des mesures pour limiter l'exposition des citoyens à ces carcinomes mammaires, en particulier dans la petite enfance et in utero, qui représentent des périodes de la vie particulièrement sensibles aux effets délétères des perturbateurs endocriniens. Ce rapport, il existe, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, et ça pourrait être plausible comme réaction du gouvernement. Ça serait pas plus, j'allais dire, extraordinaire que le dépistage. C'est simplement une autre approche. Mais on nous a toujours vendu le dépistage comme la solution, comme s'il n'en existait pas d'autre. Et ça serait de la véritable prévention, évidemment. Donc vous voyez, on peut changer la perspective. Et là, on a changé en fait la deuxième partie de l'annonce. Mais si on veut vraiment sauver des vies, puisque c'est ce qu'on nous dit, le dépistage sauve des vies, est-ce qu'il n'y aurait pas des maladies qui toucheraient les femmes aussi et qui seraient plus mortelles? Est-ce que vous pensez à quelque chose? La connerie. Pardon? La connerie. Aussi, mais bon, si bon, ça dit que la connerie, ça touche les femmes. Non, mais c'est... Non, mais c'est le... Oui, bien sûr, c'est universel. Mais vous avez mis d'ailleurs le doigt dessus par rapport à de faire avaler, susciter des émotions oui. Pour faire avaler la pilule. Il y a un adage, je ne sais qui a dit ça, que l'intelligence ne peut fonctionner de façon sûre qu'à condition d'être dégagée de toute émotion forte. Le principe des foules, des masses, de suivre bêtement les choses, c'est typique. Il faut voir une dose d'humilité afin d'analyser correctement toute cette manipulation en dénaturisant l'individu, en le conditionnant. Effectivement, c'est combattre la connerie. Au lieu d'être au bar, tu t'approches, tu participes au débat, comme ça tu entendras. C'est pas anodin, quoi. Non, tout à fait. Non, mais voilà, encore une fois, c'est vrai. Ça va bien dans le sens où ça va dire tout. Oui, je crois. Hein, il y a aussi effectivement. Non, mais c'est vrai que c'est. Je voilà, m'en voudrais d'être assimilé aux derniers échos. Tout à fait. Il y a d'autres maladies qui ne sont pas purement cliniques comme ça. Mais il y a une cause de mortalité féminine dont on parle beaucoup moins. Moi-même, j'ai été surprise parce que j'ai fait une recherche sur Google. J'ai tapé simplement cause de mortalité en France. Et je suis tombée sur Wikipédia, parce qu'on tombe assez vite sur Wikipédia. Et là, j'apprends que les AVC sont la première cause de mortalité chez les femmes. AVC, accident vasculaire cérébral, pardon. Je googlise ensuite, plus spécifiquement, cause de mortalité chez les femmes en France. Et deuxième surprise, alors là, je tombe sur le site de l'INCa lui-même, qui nous dit, si chez les hommes, les tumeurs représentent les premières causes de mortalité devant les maladies cardiovasculaires, chez la femme, c'est l'inverse. Les femmes meurent davantage des maladies cardiovasculaires que du cancer, que des tumeurs. Donc j'ai été assez surprise parce qu'on n'en parle pas tant, je ne sais même pas s'il y a un mois pour ça ou de quelle couleur il est, vous voyez. Donc il n'y a pas du tout la même sensibilisation. Et je continue en fait de plus en plus précisément sur Google et je tape après décès par maladie cardiovasculaire chez les femmes. Et je tombe sur un article du magazine Viva, signé par la journaliste Brigitte Beck, qui relate les propos d'un expert, chef du service de médecine vasculaire, etc. Et je cite cet expert. Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez les femmes ménopausées. Elles tuent une femme sur 3. Elles provoquent 4 fois plus de décès que le cancer du sein et on n'en parle pas. C'est l'expert qui dit ça.
Vous voyez comme quoi il existe une presse féminine intelligente quand même, hein, qui parle d'autre chose que de chirurgie cosmétique. Et en fait, cet expert, elle tire quand même la sonnette d'alarme parce que ce silence-là, assourdissant par rapport à l'impact médiatique du cancer du sein, il peut avoir des conséquences dramatiques. Parce que les accidents vasculaires des femmes, comme on n'en parle pas, si vous voulez, on ne s'y attend pas. Et on a gardé l'image que ça n'arrive qu'aux hommes, même chez les médecins. Donc même quand il y a des signes, si vous voulez, quand les signes avant-coureurs sont présents, ce qui n'est pas toujours le cas, ben on ne les reconnaît pas. Donc vous voyez qu'il y aurait peut-être ici un petit problème de perspective. On a 11 000 décès par an d'un côté. Si l'on en croit cet expert, on a 40 000 décès chez les femmes par maladie cardiovasculaire. Et la sensibilisation n'est pas du tout la même. C'est juste pour recentrer un petit peu le débat. Et alors, dernier point, en fait, c'est... On nous dit, pour justifier la mammographie, quand on demande des preuves de son efficacité, vous allez entendre l'ANCA dire « Oui, mais c'est une mesure égalitaire. » Comme si ça avait quelque chose à voir. Bon, alors c'est très bien hein, que ce soit une mesure égalitaire, bien évidemment, puisqu'on le systématise, donc il faut que ça soit gratuit. Donc c'est très bien, si vous voulez, que les femmes à faible revenu puissent y avoir accès. Mais si on veut vraiment faire du social, est-ce que le problème n'est pas déjà à la base qu'il y ait des femmes à faible revenu? Donc vous voyez, on est en train de prendre une toute petite partie du problème avec une toute petite lorgnette. Et quand je dis quelque part les femmes, le social, c'est au-delà de ça, parce qu'il a été prouvé, si vous voulez, que plus on est pauvre, moins on est en bonne santé. Donc si on voulait vraiment sauver des vies, il faudrait vraiment faire du social, mais pas au-delà du simple accès de la mammographie pour toutes. Et alors, à propos de ça, j'ai vu il n'y a pas longtemps un documentaire sur la collusion entre les journalistes et le pouvoir. Je ne sais pas si vous l'avez vu, les nouveaux chiens de garde, ça vous dit quelque chose? Voilà, je l'ai vu il y a 3 semaines ce documentaire, je l'avais zappé. Et à l'intérieur, vous vous souvenez, il y a vers la fin, on interviewe un épidémiologiste britannique, le professeur Michael Marmot. Il a été commissionné par l'OMS en 2008 pour étudier en fait les liens entre les déterminants sociaux et l'espérance de vie. Et je le cite en fait, et il dit: notre modèle économique d'une certaine manière disait oh ben les inégalités c'est pas grave, hein, du bon temps de Thatcher. Le résultat c'est par exemple qu'à Glasgow en Écosse, la différence entre l'espérance de vie des plus riches et des plus pauvres, dites un chiffre. Non, quand même. 8 ans? 5? 28 ans. Moi, j'en suis restée, pareil, j'aurais dit 5-6 ans. 28 ans de différence. Mais c'est, je sais pas, moi, 28 ans, c'est la moitié d'une vie, je dirais presque. C'est énorme. Et alors, en fait, chez les plus pauvres, 54 ans, c'est ça? Et les plus riches, 82 ans. Donc, quartier riche, 82, quartier pauvre, 54. Et Michael Marmot, il conclut 54 ans, c'est 8 ans de moins que la moyenne d'âge en Inde. Hein. Vous voyez, le quart-monde, il est là, hein, il est à notre porte. Donc voilà, si on veut vraiment faire du social, regardez là. Hein. Alors, Margaret McCartney, celle qui a écrit The Passion Paradox, à la fin de son ouvrage, elle écrit: la meilleure médecine préventive ne se pratique pas à coup de cachet pour faire baisser votre cholestérol. Elle consisterait à regarder du côté des épidémiologistes qui s'épuisent, on vient de le voir, à nous démontrer que les inégalités sociales ont une influence indéniable sur la santé et à se décider à agir en conséquence. Et elle poursuit: s'attaquer réellement aux inégalités est le domaine où les résultats seraient les plus spectaculaires, et non pas en suivant notre modèle actuel qui consiste à s'acharner à dépister des gens bien portants, de façon à leur poser des diagnostics dont ils n'ont pas besoin et dont ils ne retireront aucun bénéfice. Donc c'est un médecin qui écrit ça. Donc c'est vrai que la mammographie, une mesure égalitaire, bon, je veux bien, mais si on voulait vraiment faire du social, il faudrait élargir un petit peu, il faudrait passer en grand angle quelque part. Hein. On sauverait certainement davantage de vies en réduisant les inégalités sociales, ça c'est certain.
Donc vous voyez que selon la façon dont le cadrage est posé, les solutions changent. Hein.